Prologue. Le murmure invisible du succès. Il y a, quelque part, entre le silence et le souffle, une voix que peu d'hommes entendent vraiment, une voix qui chuchote, patiemment, quand le monde entier crie au hasard. Cette voix, Napoléon Hill l'a entendue, pas une fois, pas deux, mais pendant des années, jusqu'à ce qu'elle devienne un appel qu'il ne pouvait plus ignorer. Au début du XXe siècle, l'Amérique bouillonnait d'acier, de charbon et de fortunes naissantes. Les hommes les plus puissants du pays semblaient faits d'une autre matière. Ils créaient des empires à partir de simples idées, et Hill, jeune journaliste, voulait comprendre comment. Un jour, son destin croisa celui d'un géant, Andrew Carnegie, l'homme d'acier, le magnat que tout le monde craignait et respectait. Carnegie ne chercha pas à impressionner Hill. Il lui posa seulement une question. « Penses-tu que la richesse obéit au hasard ou à une loi précise ?» Hill resta muet quelques secondes, et dans ce silence, quelque chose changea. Carnegie lui confia alors un secret, une mission qui allait absorber les 20 prochaines années de sa vie. Il lui dit « Je veux que tu découvres les lois invisibles du succès, celles que les hommes puissants appliquent sans même savoir qu'ils le font. Je veux que tu les observes, que tu les écrives et que tu les offres au monde. » Ce jour-là, Hill ne savait pas encore que cette conversation allait engendrer l'un des livres les plus influents de tous les temps. Mais il sentit quelque chose vibrer au plus profond de lui, comme si une clé invisible venait d'être placée entre ses mains. Il commença à interviewer des centaines d'hommes et de femmes extraordinaires. Thomas Edison, Henry Ford, Theodore Roosevelt, Graham Bell, John D. Rockefeller. Tous avaient un point commun. Ils croyaient avant de voir. Il comprit alors que le succès n'était pas une question de chance, mais une science de l'esprit. Une mécanique subtile où la pensée devient matière, où la foi devient énergie créatrice, où le désir devient moteur de toute transformation. Il nota tout, les habitudes, les croyances, les peurs et les visions de ses pionniers. Et peu à peu, une vérité se dessinait. La richesse ne naît pas dans les poches, elle naît dans l'esprit. Le monde extérieur n'est qu'un reflet, un miroir obéissant à nos pensées les plus persistantes. Mais alors, si tout commence dans l'esprit, que devient celui qui pense à sa misère plus qu'à sa réussite? Que devient celui qui nourrit ses doutes au lieu de nourrir sa foi? Il avait entrevu une loi universelle, une loi aussi réelle que la gravité, mais infiniment plus discrète, et il décida de la révéler. Ce livre, Pense et deviens riche, n'est pas un manuel pour gagner de l'argent, c'est une carte vers un royaume intérieur. Un royaume où le pouvoir véritable ne s'achète pas, il se cultive dans la solitude, la persévérance et la foi. Ce pouvoir, c'est ton esprit, ce trésor, c'est ta pensée. Alors écoute bien, car dans chaque mot qui suivra, il y a une graine, et si tu la laisses germer, elle changera ta vie comme elle a changé celle de millions d'autres. La question est simple, mais elle exige tout de toi. Es-tu prêt à découvrir le pouvoir caché de ton esprit? Chapitre 1. L'idée qui a transformé des vies. Tout commence par une idée, une étincelle invisible, un murmure dans le chaos du monde. Une idée n'a ni poids, ni forme, ni odeur, et pourtant, elle peut déplacer des montagnes, bâtir des empires ou changer le destin d'un homme. Napoléon Hill l'avait compris. Les hommes qu'il avait observés partageaient tous ce secret. Ils avaient su transformer une simple pensée en réalité. Henry Ford, avant d'avoir ses usines, ses chaînes de montage, ses voitures roulant à travers l'Amérique, n'avait qu'une image dans l'esprit, celle d'un véhicule accessible à tous, conduit par l'homme ordinaire. On se moqua de lui, on le traita de rêveur, mais son idée était plus forte que la dérision.
Et aujourd'hui, ce rêve roule encore sur nos routes. Thomas Edison, lui, passait ses nuits dans un laboratoire obscur, entouré d'ampoules qui ne s'allumaient jamais. 1000 tentatives, 2000, 3000, jusqu'à ce qu'un jour, la lumière jaillisse. Il disait qu'il n'avait jamais échoué, il avait seulement découvert des milliers de façons qui ne fonctionnaient pas. Et cette idée, cette foi dans l'idée, devint l'électricité qui illumine le monde. Carnegie, Rockefeller, Bell, Roosevelt, tous avaient cela en commun, une conviction plus forte que la peur, une idée tellement grande qu'elle les dépassait eux-mêmes. Mais Hill découvrit une chose encore plus fascinante. L'idée ne vient jamais seule. Elle attire à elle les circonstances, les gens, les événements, comme un aimant attire le métal. La pensée, disait-il, est la force la plus puissante de l'univers, invisible mais vibrante, créatrice ou destructrice. Elle construit ou elle détruit selon la main qui la tient. Et toi, que fais-tu de tes pensées? Te construisent-elles ou te consument-elles? Combien d'idées as-tu laissé mourir dans les couloirs du doute? Combien de rêves as-tu enterrés sous le poids du réalisme? Ce que Hill comprit, c'est que le monde appartient à ceux qui osent penser au-delà de la peur. Les riches, les inventeurs, les artistes, les pionniers ne sont pas plus intelligents que les autres. Ils ont simplement choisi de croire à leurs idées jusqu'à ce qu'elles deviennent visibles. Et c'est là la première clé. Avant toute richesse matérielle, il y a une richesse intérieure. Avant toute réussite, il y a une vision. Et avant tout empire, il y a une idée. Regarde autour de toi. Chaque objet, chaque invention, chaque création que tu touches aujourd'hui était un jour une pensée. Une idée fragile, née dans le silence d'un esprit audacieux. Napoléon Hill écrivit « Ce que l'esprit de l'homme peut concevoir et croire, il peut le réaliser. » Et bien que ces mots aient traversé les décennies, la plupart continuent à les écouter sans les entendre. Alors arrête-toi un instant, ferme les yeux et demande-toi, quelle idée dort encore en toi? Quelle vision n'a pas encore vu le jour parce que tu en doutes? Le monde ne manque pas d'opportunités, il manque de rêveurs courageux. Ceux qui osent écouter le murmure intérieur qui dit « Et si c'était possible ?» Souviens-toi, le feu de la création ne brûle que dans les esprits éveillés, et peut-être que le tien attend simplement que tu allumes l'étincelle. Chapitre 2. Le désir ardent, l'étincelle de toute création. Il y a dans chaque être humain un feu qui sommeille. Parfois, il brûle doucement. Parfois, il se cache sous la cendre d'une vie ordinaire. Mais il ne s'éteint jamais complètement. Napoléon Hill l'appelait le désir ardent. Pas un simple souhait, pas une envie fugace, mais une force intérieure, si intense qu'elle finit par plier la réalité à sa volonté. Regarde autour de toi. Tout ce que l'homme a bâti, inventé, découvert a d'abord été porté par un désir profond. Un feu intérieur qui refuse d'abandonner, même quand tout semble impossible. C'est ce feu que Hill cherchait à comprendre. Pourquoi certains hommes poursuivent-ils leurs rêves malgré l'échec, la peur, le ridicule? Et pourquoi d'autres renoncent-ils si vite? Il observa Henry Ford, encore lui, un homme sans fortune, sans éducation académique, mais brûlé par une vision. Voir chaque famille américaine conduire sa propre automobile. On lui disait que c'était insensé, et pourtant il n'a jamais écouté ce qui doutait. Il écoutait son feu intérieur. Ce feu-là ne demandait ni permission ni excuse. Le désir ardent, c'est la voix du destin qui murmure. Tu es né pour plus que cela. C'est la conviction tranquille que rien ne pourra t'arrêter, pas même le temps, pas même la peur. Il disait que tout commence quand l'idée devient obsession, quand le rêve cesse d'être un jeu et devient une nécessité vitale. Pense à ceux qui ont changé le monde.
Edison, qui travaillait jusqu'à la folie pour faire jaillir la lumière. Wright, qui voyait déjà des hommes voler quand tout le monde riait. Jobs, qui parlait de simplicité pendant que les autres compliquaient tout. Ce n'était pas du talent, c'était du désir. Car l'univers répond à la force de la vibration intérieure. Ce que tu désires ardemment, tu l'attires. Ce que tu veux timidement, tu le repousses. Et toi, que désires-tu vraiment? Pas ce que tu dis aux autres, pas ce que la société t'impose, mais ce que ton âme réclame quand tout se tait. As-tu encore ce feu en toi? Ou l'as-tu laissé s'éteindre sous la peur du jugement, la peur, les excuses? Il enseignait un rituel. Écris ton désir le plus profond. Lis-le chaque matin, chaque soir. Vois-le, ressens-le, crois-le, jusqu'à ce que chaque cellule de ton être s'y aligne. Car le subconscient ne distingue pas le rêve du réel. Il transforme en réalité ce que tu lui fais croire avec passion. Le désir ardent, c'est la semence de toute richesse. Sans lui, aucune idée ne germe. Sans lui, aucun effort ne persiste. Sans lui, la foi s'éteint. Ce n'est pas le monde qui décide de ton destin, c'est l'intensité de ton feu. Alors demande-toi, que serais-tu prêt à sacrifier pour ton rêve? Le confort, la peur, le regard des autres? Car c'est là que tout commence, au moment où ton désir devient plus grand que tes excuses. Ce feu, tu le sens peut-être déjà dans ta poitrine. Il brûle doucement, il attend que tu lui donnes de l'air. Et si tu oses, il te portera là où tu n'as jamais cru pouvoir aller. Chapitre 3. La foi, voir l'invisible avant les autres. Il y a quelque chose d'étrange dans le mot foi. On le prononce souvent, mais on le comprend rarement. La foi, ce n'est pas croire quand tout va bien. Ce n'est pas espérer quand les portes s'ouvrent toutes seules. La foi, c'est avancer quand tout semble perdu. C'est voir quand il n'y a encore rien à voir. Napoléon Hill disait que la foi est la vibration la plus puissante de l'esprit humain. Une fréquence subtile capable d'attirer à soi tout ce qu'on croit possible. Il observait les hommes de réussite et il remarquait ce point commun. Avant d'avoir des preuves, ils avaient la certitude. Edison croyait à la lumière avant qu'elle ne brille. Ford croyait à sa voiture avant qu'elle ne roule. Carnegie croyait à la prospérité avant qu'elle ne s'incarne. Leurs amis les traitaient de fous, leurs proches doutaient, mais eux continuaient à voir, non avec les yeux, mais avec l'esprit. Car la foi, disait-il, n'est pas un don, c'est une construction, un muscle invisible qu'on fortifie chaque jour en refusant de plier devant la peur. Et la peur, ah, cette vieille ennemie! Elle parle fort, elle est convaincante. Elle te montre les obstacles, les échecs, les risques. Mais la foi, elle, chuchote. Et pourtant, c'est elle qui dit vrai. La foi, c'est ce moment où tu dis « Je ne sais pas comment, mais je sais que ça arrivera ». Et toi, crois-tu encore en toi-même quand personne ne te croit? Quand tout semble te dire d'abandonner, est-ce que ta foi murmure encore sous les décombres? Il expliquait que la foi se nourrit d'autosuggestion. Répète à ton esprit ce que tu veux croire, jusqu'à ce que ton inconscient le tienne pour vrai. Car ton esprit, comme une terre fertile, fera pousser ce que tu y sèmes le plus souvent. Les doutes ne disparaîtront jamais complètement, mais la foi n'a pas besoin d'un ciel sans nuages. Elle a seulement besoin d'une flamme, aussi petite soit-elle. Il disait: les pensées chargées de foi sont des aimants qui attirent leur équivalent matériel. Et aujourd'hui encore, la science confirme ces intuitions. Le cerveau ne distingue pas l'imaginaire du réel, il réagit à la conviction. Quand tu crois profondément, ton esprit agit comme si c'était déjà fait, et la réalité finit par suivre. Combien de fois as-tu douté, juste avant que le miracle ne se produise ? Combien de fois as-tu renoncé
1 minute avant que la porte ne s'ouvre. La foi, c'est ce pont invisible entre l'idée et sa manifestation. Et ce pont ne se construit qu'avec le courage d'y poser le premier pas. Alors, ferme les yeux un instant. Souviens-toi d'un moment où tu as cru, vraiment cru. Ressens cette certitude silencieuse, cette chaleur tranquille au fond de ton cœur. C'est ça, la foi. Et si tu la laisses grandir, elle fera plier les circonstances, renverser les doutes et transformer l'impossible en possible. Le monde n'appartient pas à ceux qui voient, mais à ceux qui croient avant de voir. Chapitre 4. L'autosuggestion. Programmer son esprit comme un temple sacré. Imagine que ton esprit soit un temple, un sanctuaire où chaque mot prononcé devient une prière et chaque pensée une offrande. C'est là que réside le secret de l'autosuggestion. Il l'avait compris. Tout ce que tu répètes à ton esprit encore et encore finit par devenir ta vérité. Le subconscient ne discute pas, il n'analyse pas, il obéit. Si tu lui dis chaque jour que tu es capable, il t'ouvrira les portes de la capacité. Mais si tu lui murmures que tu es perdu, il t'enfoncera encore plus dans l'ombre. L'autosuggestion est cette force tranquille qui transforme les mots en réalité. Les anciens sages l'appelaient prière. Les psychologues modernes, reprogrammation mentale. Mais le principe est le même. Les pensées répétées deviennent des croyances, et les croyances deviennent ton monde. Il observait que les grands hommes se parlaient différemment. Ils ne laissaient pas leurs pensées errer au hasard. Ils guidaient leur esprit, comme on dompte un cheval sauvage. Mohamed Ali le faisait sans le savoir. Avant chaque combat, il répétait « Je suis le plus grand ». Ce n'était pas de l'arrogance, c'était de la programmation mentale. Son esprit y croyait avant même que le corps ne le prouve. Edison, lui, disait chaque matin « Je trouverai la solution aujourd'hui ». Et même quand l'échec semblait infini, son subconscient continuait d'y croire, jusqu'à ce que la lumière jaillisse. L'autosuggestion est un dialogue sacré entre toi et ton futur. Chaque mot devient une graine. Chaque pensée répétée devient une racine. Et toi, qu'ensemences-tu chaque jour dans ton esprit? Des mots de peur ou des mots de foi? Des images de doute ou des images de victoire? Prends un moment, respire profondément et imagine la phrase qui pourrait guider ta vie. Pas une phrase banale, une phrase qui vibre, une phrase qui t'appartient. Répète-la lentement, jusqu'à ce qu'elle ne soit plus seulement une suite de mots, mais une certitude dans ton corps. Car chaque fois que tu parles à ton esprit, tu sculptes ton destin. Ton cerveau écoute, ton subconscient note, et l'univers répond. Il enseignait une règle simple. Répète chaque matin et chaque soir ton désir le plus ardent, avec émotion, conviction et gratitude, comme si c'était déjà accompli. Car pour le subconscient, il n'y a pas de différence entre ce que tu vis et ce que tu vis intensément dans ton esprit. C'est ainsi que naissent les miracles, pas dans le hasard, mais dans la répétition consciente. Tu es le gardien de ton temple intérieur. Chaque pensée y laisse une trace. Chaque mot y dépose une pierre. Alors, sois attentif à ce que tu y laisses entrer. Protège ton esprit comme le plus précieux des sanctuaires. Parce qu'en vérité, ce que tu dis à ton esprit aujourd'hui sera ta vie demain. Chapitre 5. Le subconscient, la porte entre le visible et l'invisible. Il y a, au fond de toi,
Un monde silencieux, un royaume caché, où chaque pensée descend comme une graine et chaque émotion devient un souffle créateur. Ce royaume, c'est ton subconscient. Napoléon Hill le décrivait comme une porte entre deux mondes, celui que tu vois et celui que tu ressens. Tout ce que tu répètes, tout ce que tu crois, tout ce que tu crains s'y imprime profondément, et ce que tu y déposes finit toujours par se manifester dans ta vie. Le subconscient ne connaît ni le bien ni le mal. Il ne juge pas, il agit. Comme la terre qui fait pousser aussi bien les fleurs que les ronces. Elle ne choisit pas, elle répond simplement à ce qu'on lui confie. Il disait, « Le subconscient est l'intermédiaire entre l'esprit conscient et les forces infinies de l'univers. C'est par lui que passent les intuitions, les coïncidences, les miracles. » Et pourtant, combien de personnes lui confient chaque jour leurs peurs, leurs regrets, leurs croyances limitantes? Elles nourrissent sans le savoir un jardin d'ombre, puis s'étonnent de vivre dans la pénombre. Mais toi, tu peux reprendre la main. Tu peux choisir ce que tu veux planter. Commence par observer ce que tu ressens, car chaque émotion est un message que ton subconscient t'envoie. La peur t'avertit. La colère signale un besoin ignoré. La tristesse te ramène à l'intérieur. Apprends à écouter sans juger, car le subconscient parle le langage du symbole, du rêve, de l'émotion. Les anciens l'avaient pressenti. Les prières, les mantras, les méditations n'étaient que des outils pour influencer cette part invisible de nous-mêmes. Aujourd'hui, la science l'appelle neuroplasticité. Les chercheurs ont découvert que le cerveau se reconfigure selon nos pensées répétées. Ce que Hill pressentait il y a 100 ans est aujourd'hui mesurable. Ce n'était pas de la magie, c'était de la physique de l'esprit. Chaque mot, chaque image mentale, chaque émotion vibrante envoie un signal au subconscient, et celui-ci organise ta réalité pour y répondre. Demande-toi, que lui envoies-tu chaque jour? Des images de manque ou de gratitude? Des mots de doute ou de puissance? Tu es le sculpteur invisible de ton existence, et ton subconscient est la matière première. Avant de t'endormir, il recommandait une chose. Formule ton désir comme s'il était déjà exaucé. Ressens-le, vois-le, fais-en ton dernier souffle avant le sommeil. Car la nuit, le subconscient travaille. Il cherche, il relie, il attire. Et un matin, tu te réveilles avec une idée, une rencontre, une synchronicité. Est-ce un hasard ou simplement ton esprit qui t'a répondu? Le visible et l'invisible ne sont pas séparés. Ils se rejoignent à l'intérieur de toi. Et quand tu apprends à dialoguer avec ton subconscient, tu n'es plus spectateur de ta vie. Tu en deviens le créateur. Chapitre 6. Le cerveau, une antenne vers l'univers. Imagine un instant que ton cerveau soit une antenne. Pas seulement une machine biologique, mais un instrument de réception et d'émission. Napoléon Hill l'avait pressenti, bien avant que la science moderne ne le confirme. Il disait « Le cerveau humain est à la fois un émetteur et un récepteur de vibrations de pensée. » Et aujourd'hui, les neurosciences le prouvent. Chaque pensée, chaque émotion crée une onde mesurable. Ton cerveau émet littéralement de l'énergie et capte, sans que tu t'en rendes compte, les pensées et les émotions d'autrui. Tu l'as sans doute déjà ressenti, cette sensation étrange quand tu penses à quelqu'un et qu'il t'appelle soudain. Ce pressentiment qui t'empêche de prendre une route ou cette idée fulgurante qui te traverse comme un éclair. Ce ne sont pas des hasards, ce sont des résonances. Ton cerveau vibre sur une fréquence et l'univers, comme un vaste réseau invisible, te renvoie ce que tu aimais le plus souvent. Il disait « Nous sommes des aimants vivants. Ce que nous pensons avec intensité, nous le faisons venir à nous. » C'est pourquoi il insistait sur la clarté mentale.
Si ton esprit est confus, tu émets des signaux brouillés. Tu attires des circonstances floues, instables, incomplètes. Mais quand ton esprit est focalisé, l'univers te répond avec précision. Les grands inventeurs que Hill a étudiés, Edison, Marconi, Tesla, le savaient intuitivement. Tesla disait souvent qu'il recevait ses inventions comme si elles lui étaient transmises. Son esprit était syntonisé comme une radio parfaitement accordée à la fréquence de l'inspiration. Et toi, à quelle fréquence vibres-tu ? Tes pensées sont-elles dirigées vers ce que tu veux ou vers ce que tu crains ? Car le cerveau ne fait pas de différence. Il amplifie simplement ce que tu lui envoies. Peur ou foi, manque ou abondance. Chaque vibration appelle sa sœur jumelle. Le plus grand secret du pouvoir mental est la cohérence. Quand ton cœur, ton esprit et ton désir vibrent ensemble, alors tout se met en mouvement. Il parlait du mastermind, ce moment où plusieurs cerveaux unis sur une même fréquence créent une puissance infiniment supérieure à la somme de leurs énergies individuelles. C'est ce que la science moderne appelle la synchronisation neuronale. Les cerveaux s'accordent, les ondes s'harmonisent et soudain, les idées naissent. Imagine ce qui se passerait si tu choisissais consciemment de t'entourer de pensées pures, de personnes inspirées, de conversations qui élèvent au lieu d'épuiser. Ton cerveau changerait, ton monde aussi. Tu n'es pas isolé dans ton crâne, tu es un émetteur branché sur l'infini. Chaque jour, tu diffuses ton signal à l'univers. Alors demande-toi, quel message ton cerveau envoie-t-il en ce moment ? Est-ce un cri de peur ou un chant de confiance ? Car l'univers écoute, et tôt ou tard, il te répond. Chapitre 7. Le pouvoir du cerveau collectif. Napoléon Hill découvrit une loi fascinante, et pourtant si souvent oubliée. Aucun homme, disait-il, n'a jamais atteint la grandeur seul. Derrière chaque succès, derrière chaque invention, il y a une alliance invisible, le pouvoir du cerveau collectif. Hill l'appelait le mastermind, l'union harmonieuse de plusieurs esprits orientés vers un but commun. Quand deux ou plusieurs esprits s'unissent dans une même vibration, il se crée une troisième force, un esprit supérieur qui dépasse la somme de ses parties. Regarde l'histoire. Edison n'était pas seul dans son laboratoire. Il travaillait avec des esprits passionnés, chacun ajoutant une étincelle au feu. Henry Ford s'entourait de génies qu'il considérait comme ses cerveaux satellites. Même Carnegie, l'homme d'acier, disait « Ma richesse ne vient pas de moi, mais de la puissance combinée des hommes que j'ai su rassembler. » Hill comprit que la clé du succès n'était pas seulement dans la pensée individuelle, mais dans l'énergie partagée. Quand des esprits vibrent ensemble, ils créent un champ magnétique, un champ d'idées, d'inspiration, de solutions. La science moderne l'a confirmé. Les neurones miroirs, la synchronisation cérébrale, la cohérence cardiaque entre individus, tout cela prouve ce que Hill pressentait il y a un siècle. Les esprits s'influencent, se connectent, se fusionnent. Et pourtant, tant de gens s'isolent, croyant devoir tout accomplir seuls. Ils se ferment et leur énergie s'étouffe dans le silence de leurs doutes. Mais regarde les arbres dans une forêt. Leurs racines s'entrelacent sous la terre. Quand l'un d'eux manque de lumière, les autres lui envoient leurs nutriments. C'est ainsi que la forêt survit. Les humains devraient en faire autant. Ton environnement est ton miroir. Les gens que tu côtoies façonnent ta fréquence mentale. Entoure-toi d'esprits lumineux, et ta lumière grandira. Reste parmi les esprits sombres, et ton feu finira par vaciller. Hill répétait « Dis-moi avec qui tu t'associes, et je te dirai ton avenir. » Alors, pose-toi cette question. Avec qui vibres-tu? Les gens qui t'entourent nourrissent-ils ton rêve ou ton épuisement? T'élèvent-ils vers ton sommet ou t'ancrent-ils au sol? Le cerveau collectif est une loi aussi puissante que la gravité, mais encore faut-il la diriger consciemment.
Quand plusieurs esprits se réunissent dans l'harmonie, ils deviennent capables de déplacer les montagnes invisibles. Et si demain tu choisissais de t'unir à ceux qui rêvent plutôt qu'à ceux qui doutent? Si tu créais ton propre cercle d'énergie, ton propre mastermind, des âmes alignées, vibrantes, décidées. Souviens-toi, seul tu peux être fort, mais ensemble vous pouvez être illimités. Chapitre 8. La persévérance, la force invisible qui brise les murs. Il y a un moment, dans chaque quête, dans chaque rêve, où tout semble s'effondrer. L'argent manque, les portes se ferment, les amis s'éloignent, et la voix intérieure murmure « À quoi bon continuer ?» C'est là, à ce point précis, que se joue le destin. Napoléon Hill disait « La plupart des gens abandonnent à 3 pas du trésor. Ils creusent, creusent, et quand leurs bras fatigués lâchent la pelle, ils ignorent qu'à quelques centimètres sous leurs pieds se trouve l'or qu'ils cherchaient. La persévérance, c'est la force invisible qui transforme le dernier effort en miracle. C'est la foi mise en action, la discipline du cœur quand tout semble perdu. Il observait les hommes qui avaient réussi. Ils avaient tous connu la défaite, tous avaient chuté, douté, pleuré, mais aucun n'avait abandonné. Henry Ford échoua 5 fois avant de créer son empire. Edison brûla plus de 1000 prototypes avant d'allumer la lumière. Abraham Lincoln perdit des élections, fit faillite, sombra dans la dépression avant de devenir président des États-Unis. La différence n'était pas le talent, c'était la persévérance. Il la décrivait comme une habitude de l'esprit. Elle se forge par la répétition, comme le muscle se renforce par l'effort. Chaque fois que tu refuses de céder, tu enseignes à ton esprit que rien ne peut t'arrêter. Mais attention, persévérer ne veut pas dire s'entêter. Cela veut dire rester fidèle à ton but, tout en ajustant ton chemin. Le vent change, le marin aussi, mais le cap reste le même. Et toi, combien de fois as-tu renoncé trop tôt ? Combien de rêves as-tu laissé mourir parce que la route semblait trop longue? Rappelle-toi, la nuit est toujours la plus sombre juste avant l'aube. Ce que tu crois être la fin n'est souvent que le dernier test avant la victoire. Il disait encore, « Chaque échec porte en lui la semence d'un bénéfice équivalent. » Autrement dit, rien n'est perdu tant que tu n'abandonnes pas. Quand tout semble immobile, continue d'avancer, ne serait-ce que d'un pas. Car la persévérance est comme l'eau sur la pierre. Elle ne brise pas par la force, mais par la constance. Alors, si aujourd'hui tu doutes, souviens-toi que les plus grandes réussites sont nées dans les moments où tout paraissait impossible. La différence entre ceux qui réussissent et ceux qui échouent n'est pas la chance, c'est la capacité à continuer même dans le noir. Et un jour, sans prévenir, la pierre se fissure, le mur s'ouvre et la lumière entre. Chapitre 9. Le mystère du 6e sens. Il existe, au-delà des 5 sens que nous connaissons, une porte que la plupart des hommes ne franchissent jamais. Napoléon Hill l'appelait le 6e sens. Non pas une magie, mais une intelligence supérieure qui murmure à ceux qui savent écouter. Ce n'est pas un don réservé à quelques élus, c'est une faculté naturelle que la peur, la logique et le bruit du monde ont étouffée. Il racontait que, parfois, des idées lui venaient en pleine nuit, sans raison apparente, comme si une voix invisible lui soufflait des vérités qu'il n'avait jamais lues. Certains appellent cela intuition, d'autres inspiration. Mais au fond, c'est la même chose, la communication silencieuse entre ton esprit et une conscience plus vaste. Quand ton mental se tait, le 6e sens parle. C'est lui qui t'avertit d'un danger avant qu'il n'arrive, qui t'inspire une décision soudaine mais juste, ou qui t'envoie une rencontre inattendue comme si le hasard travaillait pour toi.
Mais pour que cette voix puisse te guider, il faut d'abord apprendre à écouter le silence. Et c'est ce que Hill découvrit. Le sixième sens n'apparaît que dans un esprit calme, libéré de la peur, du doute et de la colère. Tu ne peux pas entendre la vérité intérieure dans le vacarme de tes pensées. Tu dois créer en toi un espace sacré, un lieu où la raison s'efface et où la sagesse prend la parole. Les grands créateurs le savaient. Edison s'endormait assis, un objet dans la main, pour capter cette idée fugace entre le rêve et l'éveil. Einstein disait que ses découvertes lui étaient venues dans des éclairs de clarté intérieure. Même les anciens moines enseignaient que la méditation ouvre un canal vers l'intelligence universelle. Hill, lui, parlait d'un conseil invisible. Dans ses moments de solitude, il imaginait converser avec les plus grands esprits de l'histoire, Lincoln, Edison, Carnegie, Emerson. Et étrangement, leurs réponses semblaient venir d'une profondeur réelle, comme si ces voix existaient au-delà du temps. Il ne s'agissait pas d'un jeu d'imagination, mais d'un dialogue avec l'infini. Et toi, combien de fois as-tu ressenti ce pressentiment, cette petite voix qui disait « fais-le » ou « attends encore un peu » ? Combien de fois l'as-tu ignoré ? Le sixième sens est le messager de ton subconscient, le fil d'or qui relie ton esprit à quelque chose de plus vaste, que certains appellent Dieu, d'autres énergie, et que Hill appelait simplement intelligence infinie. Cette intelligence ne s'impose pas jamais, elle murmure, elle attend ton attention, elle guide ceux qui sont prêts et passe à côté de ceux qui doutent trop fort. Alors, la prochaine fois que tu sentiras ce frisson dans ton cœur, cette intuition subtile sans raison apparente, ne la repousse pas. C'est ton sixième sens, c'est l'univers qui te parle dans la langue du silence. Et peut-être, juste peut-être, que dans cette voix intérieure se trouve la réponse que tu cherches depuis toujours. Épilogue. Le trésor était en toi. Et maintenant, le cercle est bouclé. Depuis la première idée jusqu'à la foi, la persévérance, le sixième sens, tout te ramenait ici, à ce point d'origine, là où tout commence. Napoléon Hill avait passé plus de 20 ans à chercher le secret de la réussite, interrogeant des rois de l'industrie, des inventeurs, des génies. Mais au terme de son voyage, il comprit que le trésor qu'il cherchait n'avait jamais été caché dans le monde extérieur. Il était en nous. Le véritable pouvoir n'est pas dans les circonstances, ni dans la chance, mais dans la manière dont tu penses, ressens, crois et agis. Chaque pensée est une graine, chaque émotion une énergie, chaque croyance une direction. Et si tu veux changer ta vie, tu n'as pas à attendre que le monde te tende la main. Il te suffit de tendre la tienne vers ton esprit. Car tout ce que tu désires, tout ce que tu espères vit déjà quelque part à l'intérieur de toi. Il nous l'a laissé en héritage. L'homme devient ce qu'il pense. Et ces mots résonnent encore, comme un écho à travers les âges. Alors ferme les yeux et répète-le doucement. Tout ce dont j'ai besoin est déjà en moi. Car le secret, le vrai, celui que Hill découvrit après une vie entière de recherche, n'était pas une méthode ni une formule, c'était une révélation. Le trésor que tu poursuis depuis toujours t'attendait, depuis toujours, à l'intérieur de ton propre esprit.